Alors, une société sans cotisation sociale. En France, ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Et pourtant, c'est exactement la promesse qui a fait le succès d'une structure bien particulière. La SASU à l'IR. Le problème, c'est que ce qui ressemblait au plan parfait, eh bien ça se transforme de plus en plus en un véritable piège fiscal. Allez, on va décortiquer ça ensemble. C'est la grande question qui obsède, on peut le dire, tout entrepreneur en France. On le sait, les cotisations sociales, ça pèse lourd, très lourd. Du coup, tout le monde cherche constamment le moyen, légal bien sûr, d'optimiser un peu tout ça. Voilà, on entre dans notre première partie, ce fameux dilemme de l'entrepreneur. Et c'est justement dans ce contexte de recherche d'économie que la SASU à l'impôt sur le revenu, qu'on va appeler SASU à l'IR pour faire plus simple, est apparue comme une sorte de solution miracle pour beaucoup de monde. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette SASU à l'IR? En gros, c'est une option fiscale. Une option temporaire, attention, elle n'est dispo que pour les 5 premières années de la boîte. Mais le point vraiment crucial, le cœur du système, c'est le statut du dirigeant. Il est assimilé salarié. Et ça veut dire qu'il ne paie des cotisations sociales que s'il se verse un salaire. S'il n'y a pas de salaire officiel, il n'y a pas de cotisation. On voit où ça nous mène. Allez, on rentre dans le dur. Ce tableau, il résume tout. C'est ça qui explique pourquoi la SASU à l'IR a eu autant de succès. Dans une SASU classique, à l'impôt sur les sociétés, c'est simple. On se verse un salaire et on paye des cotisations dessus. Logique. Mais dans la SASU à l'IR, c'est là que la magie opère. Si le dirigeant décide de ne pas se verser de salaire, eh bien il n'y a tout simplement aucune base sur laquelle calculer les cotisations. Pas de salaire, pas de cotisation. C'est aussi simple que ça. Et voilà, le chiffre magique. 0. 0 € de cotisation sociale. Juste en décidant de ne pas prendre de salaire officiel. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est une économie absolument colossale par rapport à quasiment tous les autres statuts qui existent. Ok, on passe à la deuxième partie. Comment ça marche tout ça? Parce que ça paraît un peu fou. Comment ce montage fiscal est-il possible, légalement parlant? On va regarder ça de plus près. Alors, le concept à comprendre ici, c'est celui de transparence fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Pour le fisc, c'est comme si la société n'existait pas vraiment. Elle est transparente. Du coup, tout le bénéfice de l'entreprise, et j'insiste bien, la totalité du bénéfice, que l'argent soit sorti des comptes ou qu'il soit resté dans la boîte, eh bien tout ça est directement considéré comme le revenu personnel du dirigeant. Ce calcul, il est super intéressant parce qu'il montre bien le mécanisme. On part du bénéfice comptable, disons 40 000 €. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Le fisc demande de réintégrer certaines choses. Et la plus dingue, c'est qu'il faut réintégrer la rémunération qu'on s'est versée. Oui, on l'ajoute au bénéfice, on ajoute aussi d'autres frais qui ne sont pas déductibles, et à la fin, on se retrouve avec un revenu imposable qui peut être beaucoup plus élevé que le bénéfice de départ. C'est un point essentiel à comprendre. Bon, jusqu'ici, ça a l'air génial, mais c'est maintenant qu'on arrive dans la zone de turbulence. Notre troisième partie, la zone de risque. Un expert du sujet a utilisé une expression parfaite pour décrire la situation, il a parlé de flou artistique. Et c'est exactement ça, on entre au cœur du problème. Et tout ce flou, il vient d'une seule et unique question, toute simple en apparence. Ok, le bénéfice est un revenu d'activité, très bien. Mais alors, qui est censé collecter les fameux prélèvements sociaux dessus? La CSG, CRDS, ces fameux 9,2%, qui s'en occupent? D'un côté, on a l'administration fiscale, les impôts. Et leur position pendant des années, ça a été de dire « écoutez, ce sont des prélèvements sociaux ». Donc, logiquement, c'est le boulot de l'organisme qui collecte le social, c'est-à-dire l'URSSAF. Et de l'autre côté, l'URSSAF, leur réponse, tout aussi simple. Attendez une minute, ce revenu, il est déclaré sur la feuille d'impôt sur le revenu. Donc, c'est bien à l'administration fiscale de s'en charger, pas à nous. Résultat de ce dialogue de sourds, un truc assez incroyable en France. Pendant des années, comme tout le monde se renvoyait la balle, eh bien, personne n'a collecté cette CSG-CRDS. Ça a créé un vide fiscal total, ce qui a rendu le montage encore plus intéressant financièrement, évidemment. On arrive à la quatrième partie. Et là, attention, c'est le retour de bâton. Parce qu'on le sait bien, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, en général, ça ne dure pas. Et là, clairement, la fête est finie. La période de grâce est terminée. Pour décrire la situation actuelle, un expert a même lâché cette phrase « La guerre est déclarée ». C'est fort, mais ça résume bien l'ambiance. L'administration fiscale a changé de stratégie et lance maintenant des vagues de contrôle qui ciblent très spécifiquement les SASU à l'IR. Et leur nouvelle arme, leur nouvelle tactique, elle est résumée ici. C'est assez subtil. Lors d'un contrôle, le fisc arrive avec un argument tout nouveau. Ils disent « Ok, aucune cotisation sociale n'a été payée, donc ce n'est plus un revenu d'activité.
on va le requalifier en revenu du patrimoine. Et là, c'est le coup de génie si on peut dire. Ce petit tour de passe-passe juridique leur permet de ne plus appliquer le taux de 9,2%, mais celui des revenus du patrimoine, qui est de 17,2%. Et ce, de manière rétroactive. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment problématique, cette nouvelle logique, tous les experts s'accordent à dire qu'elle est juridiquement très très fragile. Elle ne repose sur pas grand-chose de solide. Pire encore, elle contredit un texte officiel que le fisc avait lui-même publié en 2019. On est en pleine contradiction. Clairement, cette histoire va finir devant les tribunaux, mais en attendant, ce sont les entrepreneurs qui sont pris entre deux feux. Alors, on en arrive à la question fatidique. Aujourd'hui, avec ce risque énorme de redressement, est-ce que cette structure a encore le moindre intérêt? Pour qui est-ce que ça peut encore valoir le coup? Eh bien, il semblerait que pour quelques profils très très spécifiques, la réponse pourrait être peut-être. Alors, qui sont ces profils? Attention, on est vraiment dans du cas par cas et le risque reste maximal pour tout le monde. Mais on pourrait penser, par exemple, à des retraités qui cherchent juste un petit complément. Ou alors à des gens qui ont déjà un autre boulot à côté, qui leur donnent une couverture sociale complète. Mais il faut le marteler. Ce n'est absolument pas un conseil, juste une analyse. Le risque de se faire rattraper par la patrouille est bien réel. Au final, tout se résume à ça. C'est un arbitrage, un compromis. D'un côté, la SASU à l'IR. L'avantage, beaucoup plus de cash disponible tout de suite, c'est indéniable. L'inconvénient, zéro couverture sociale, pas de retraite, pas de chômage, rien. Et un risque de contrôle fiscal qui est, soyons clairs, au plafond. De l'autre côté, la SASU classique à l'IS. Plus sûre, plus protectrice, mais avec un revenu net dans la poche qui sera probablement plus faible. C'est vraiment le choix entre le court terme et le long terme. Et donc, on boucle la boucle avec la question départ. Est-ce que cet avantage fiscal, qui est bien réel sur le papier, vaut vraiment le coup de prendre un tel risque? Est-ce que ça vaut le coup de s'aventurer dans ce flux juridique complet, avec la quasi-certitude d'une bataille potentiellement longue et très coûteuse face au fisc? C'est un pari. Et c'est un pari que chaque entrepreneur qui envisage cette option doit peser, en toute connaissance de cause.